Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'histoire d'emblèmes. Je dis devise, drapeau, marseillaise, coq, semeuse, Marianne, faisceau du lecteur, grand saut de France, 14 juillet, eh bien tout ça, ce sont des symboles qui incarnent l'image de la France. Et nous allons en examiner quelques-uns, mais à tout seigneur, tout honneur, nous allons commencer par le blason de Civrieux. Et le blason de Civrieux, il a une histoire un petit peu complexe. Le blason de Civrieux représente essentiellement un griffon. Et qu'est-ce que c'est qu'un griffon? Un griffon, c'est une créature fabuleuse qui est composée, qui a les ailes et le bec d'un aigle, le corps d'un lion, les oreilles d'un cheval, entre autres, et celui de Civrieux porte un cœur, et un cœur rouge de la même couleur que son corps à lui. Alors, le cœur, on peut dire que c'est le symbole de la solidarité, mais je n'ai pas trouvé plus d'explications. En tout cas, dans la mythologie, les griffons sont souvent vaincus par des héros. Eh bien, qui était le héros susceptible d'avoir vaincu ce griffon? Ce héros, ce blason plus exactement, représente les armoiries de la famille d'Antoine de Saron, qui en 1418, à la suite du siège de Chazay, paraît comme seigneur. Et non seulement seigneur, mais aussi bas justicier. Et bas justicier, ça signifie qu'il s'occupait des affaires civiles et pénales, mais de moindre importance. Et il tenait ce titre de son épouse qui s'appelait Catherine de Civrieux. Et à l'époque, Civrieux s'écrivait S-I-V-R-I-E-U. Au XVIIe siècle, les Sarons obtiennent le titre de marquis. Et la famille continue à posséder cette seigneurie jusqu'au XVIIIe siècle. Et on peut trouver ce blason, il est difficile à voir nettement, sur la porte du vieux donjon du château, enfin qu'on appelle NDL, qu'on appelait, ainsi que dans la crypte de l'église du village. Mais ça n'est pas tout. À l'époque de la magistrature, quand M. Maurice Gilardon était maire, on a rajouté des éléments, et ces éléments sont la rivière de la Zergue et des peupliers. Alors, ils viennent compléter le blason en référence à la nature qui environne Civrieux. Et le peuplier, ça je n'en suis pas sûre, mais le peuplier, il a été évidemment l'image de la vie dans la nature à Civrieux, mais également il a représenté le peuple. Alors peut-être que dans ce blason, il a les deux significations. Bon, et bien maintenant on va aller très vite sur la devise, tout le monde la connaît, liberté, égalité, fraternité. Et elle résume les valeurs républicaines. Est-ce que vous savez où se trouvent ces trois termes sur la mairie de Civrieux? Ils sont sculptés au-dessus des trois fenêtres du premier étage. On ne les voit pas beaucoup parce qu'on passe très vite. À l'échelle, c'est autre chose, c'est du métal qui est appuyé, qui s'appuie sur le mur. Et ce qu'on peut dire, cette devise, elle est inscrite dans la Constitution en 1958. Mais ça n'a pas toujours été liberté, égalité, fraternité. Ce slogan, si on peut utiliser ce terme-là, de la Révolution est parfois accompagné d'autres termes, sincérité ou charité. En 1793, à l'époque de la Terreur, il a été souhaité qu'elle soit précédée de peuple français, unité, indivisibilité de la République, liberté, égalité ou la mort. Ce symbole révolutionnaire disparaît sous l'Empire et elle réapparaîtra en 1848 lors de la proclamation de la Troisième République. En 1958, donc, elle est inscrite dans la
Constitution. Et il y a une chose enfin, qui est assez frappante, liberté, égalité, oui, on s'applique à mettre en valeur ces termes-là, mais le terme de fraternité, il est parfois un petit peu oublié. Maintenant, on va parler du drapeau. Alors, on va remonter loin, loin, loin dans le temps. En 1147 apparaît la première bannière. Et la première bannière connue est celle de Louis VII qui part en croisade. Et cette bannière est bleue, semée de lys d'or. Suit la guerre de Cent Ans, et cette bannière va s'opposer à la bannière anglaise. Et la bannière anglaise étant rouge, la bannière française va devenir blanc, et le blanc va dès lors devenir la couleur des monarques. Petite parenthèse, lisez Blanc de Michel Pastoureau, je trouve ça absolument passionnant. Sous la Révolution, les factions politiques s'identifient par le port d'une cocarde ou d'un ruban. Lafayette impose le bleu, le blanc, le rouge. Et qu'est-ce que c'est? Tout le monde le sait. Le bleu et le rouge sont les couleurs de Paris et ils enserrent celles de la royauté. Et vous allez avoir un tableau d'un auteur qui s'appelle Léon Cogniet et qui devait être du 19e siècle. Ce tableau de Léon Cogniet est constitué de 3 drapeaux. Le premier drapeau est blanc, le second drapeau est blanc, mais il y a un trou et on aperçoit au loin le ciel, donc le second drapeau est bleu et blanc. Et le troisième drapeau, il est marqué de tous les sacrifices qu'ont fait les Français, donc on aura le bleu, le blanc et le rouge étant le sang. Donc le bleu, symbole de pureté, d'innocence, le blanc, symbole du monarque, et rouge. Maintenant, on va changer d'emblème et on va parler du coq. Peut-être que si vous vous êtes promené à Anse, vous avez vu le monument aux morts d'Anse. Le monument aux morts d'Anse est au-dessus de ce monument, une sorte de colonne, il y a un coq. Et ce coq, eh bien, il est le symbole officieux de la République. Pourquoi le coq? C'est un petit peu bizarre, mais enfin, on pense qu'il y a un jeu de mots entre Gallus en latin, qui veut dire le coq précisément, et Gallus qui veut dire le Gaulois. Et souvent on ironisait, on jouait sur ces deux termes-là, et notamment le coq il est apparu dans l'Antiquité sur les monnaies gauloises. Mais c'est pas tout, il est à une certaine époque, après le christianisme, devenu valorisé parce qu'il a fait partie des instruments de la Passion du Christ. Alors Pierre se souvint de la parole de Jésus, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. On va passer dans le temps, on va arriver à Napoléon, et puis le coq c'est un petit peu trop banal, trop basique, on va dire, pour Napoléon. Il a choisi l'aigle plus prestigieux. Et quand Napoléon a terminé, eh bien, on a retrouvé le coq, et le coq a été à l'honneur en 1830 pour la Révolution de Juillet ou les Trois Glorieuses. Bon, toujours est-il que le coq a été imposé par Louis-Philippe pour être placé sur les boutons des uniformes de la garde nationale et parfois surmonter les drapeaux et comme à Anse, surmonter le monument mort. Bon, maintenant, on va aller ultra vite, mais la Marseillaise, comment et pourquoi? Une chanson composée à Strasbourg par un soldat jurassien qui s'appelle Rouget de Lille et qui est, sauf erreur, originaire de Lons-le-Saunier, a été scandée par des dizaines de révolutionnaires de Paris et, bizarrement, ça s'appelle la Marseillaise. Alors, on va aller très vite. Écrit dans la nuit du 25 au 26 avril, donc par Rouget de Lille, la Marseillaise a ensuite
était aux premières heures de la Révolution a été considéré comme, comment dire, comme un chant patriotique, mais les chants patriotiques étaient présentés comme des instruments de propagande, de réconfort, de révolte pour les insurgés des troupes armées. Donc en 92, le chant de guerre de Rouget de Lille, alors connu sous le nom de chant de guerre pour l'armée du Rhin, est ainsi repris par les troupes fédérées à travers le pays. Et le chant est récupéré par des volontaires marseillais qui s'apprêtent à rallier Paris et prêter main forte aux révolutionnaires parisiens. Et voilà, c'est ainsi qu'ils entonnent, en entrant dans Paris le 30 juillet 1792, cette chanson qu'on a appelée la Marseillaise. Voilà. Et puis, il nous reste, il y a d'autres emblèmes, mais il nous reste un emblème que tout le monde connaît, c'est l'emblème de Marianne. Et Marianne, c'est l'incarnation de la Révolution française, de la liberté, et elle existe elle est diffusée sur un très grand nombre d'objets, comme les pièces de monnaie, les timbres-poste, etc. Ce qu'il faut noter, c'est que Marianne porte le bonnet phrygien, et ce bonnet phrygien, il est symbole de la liberté des esclaves grecs et des esclaves romains. Pourquoi ce prénom de Marianne? On ne sait pas trop. Il y avait peut-être beaucoup de Marie, il y a peut-être beaucoup de Anne. On a voulu vénérer Marie la Vierge et Anne sa mère, ou c'est vaguement le hasard, on ne sait pas. Toujours est-il que Marianne n'est pas un symbole officiel. Les conseils municipaux peuvent placer le modèle de leur choix. Et au cours des années 1960, eh bien, elle change et prend les traits de célébrité. Je vais vous citer quelques-unes des personnalités qui ont donné leurs traits à Marianne. En 1960, elle prend les traits de la célèbre de Brigitte Bardot. Ensuite, elle a été représentée par Catherine Deneuve, par Mireille Mathieu, par Laetitia Casta, et puis je ne sais pas tout. Mais toujours est-il qu'on dit que le choix de Bardot a été fait, là aussi, ce conditionnel, a été fait par le général de Gaulle parce que, disait-il, Brigitte Bardot rapportait plus de devises à la France que la régie Renault. Voilà, il nous reste d'autres emblèmes, mais pour l'instant, ça, c'est déjà bien. Voilà. Eh bien, merci à tous et puis à la prochaine fois.